Dustin, c'est un film qui raconte le moment où une jeune trans euh, vit la fin, se rend compte de la fin de son histoire d'amour avec son copain. Et le film se passe sur une nuit et une matinée, donc d'une soirée, d'une fête techno, d'une rave party, jusqu'à un after. C'est un film qui parle à la fois de la fête, de la mélancolie qu'on peut avoir à essayer de pousser ses limites et de faire tenir, de faire tenir la nuit même au-delà du lever du jour, et qui est à la fois le portrait du coup du personnage de Dustin et d'aussi une communauté noctambule LGBT et de la bande d'amis de Dustin. Et je pense qu'il est important enfin, que ça peut être intéressant de voir ce film aujourd'hui parce que euh, moi, en tout cas, ce qui me manque le plus, je crois, dans cette période de sanitaire, au-delà de faire la fête, au-delà de pouvoir trouver un exutoire et d'aller danser, d'écouter de la musique fort avec un bon son de système, c'est aussi les rencontres et les rencontres qu'on fait pendant la nuit au hasard, un peu de déambulation et juste rencontrer l'autre sans s'y attendre, quoi. Et c'est ce qui peut se passer dans cette nuit-là. Et également un espace un peu d'expression qui vit en dehors des codes d'une vie de journée qui peut être très normative et assez marginalisante pour des gens qui se reconnaissent pas forcément dans ce que la société leur propose. Voilà. Parfait, ok, merci. Alors, dans une interview pour la semaine de la critique, vous avez dit que vous étiez choqué par le fait que l'outrance faite à Dustin pour ses looks, pour son identité, vient non seulement de l'extérieur, mais aussi de la communauté LGBT même. Pour vous, personnellement, ce court-métrage porte un message d'inclusion d'abord pour la communauté LGBT, pour le public général ou pour les deux en même temps? Bah, c'est pour les deux. Moi, j'avais vraiment envie que le film soit le plus universel possible et du coup que le personnage de Dustin puisse provoquer de l'empathie chez un public à la fois concerné, initié, mais aussi sur un public complètement extérieur à ce milieu-là et à ces problématiques-là. Euh, il y a une scène, je sais pas si, enfin moi je l'ai écrite comme ça en tout cas. Il y a une scène où il y a un personnage de dealer qui met un peu les pieds dans le plat et qui demande à Dustin si c'est un garçon ou une fille quoi. Et où le personnage qui est le plus choqué par cette question, c'est le personnage qui est joué par Félix Marito, qui est le petit ami de Dustin, et qui lui-même a un problème avec la transidentité de Dustin, et qui du coup prend tout de suite sa défense, comme s'érigeant un peu comme un preux chevalier, donc c'est assez paternaliste. Et en fait, pour moi, dans cette scène, ce que Dustin raconte, parce qu'elle le prend très bien, elle dit que pour elle, c'est important que le dealer demande, parce que c'est une façon de mieux pouvoir lui parler ensuite. Bien sûr, il y a aussi une façon de se venger un peu de Félix à ce moment-là, mais ça, c'est la fiction, l'intrigue qui se noue entre les deux spectateurs, entre les deux personnages. Mais pour moi, c'est aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire que quand on sait pas, on demande. Ça veut dire que c'est pas parce que quelqu'un a priori des atours qui vont faire de lui une personne genrée au féminin ou au masculin que ça veut dire que c'est le genre auquel il se sent assigné. Et je pense que ça, c'est vraiment un truc qui est encore compliqué à admettre et qui n'est pas un réflexe, quelle que soit la communauté, de demander à quelqu'un quand on le rencontre. Bon, après, il faut que je pousse le truc un peu loin, mais c'est pas parce que quelqu'un ressemble à ce qu'on s'imagine être de la féminité qu'il a envie d'être genré au féminin et vice-versa enfin, pour le masculin, pareil. Ouais. Euh, les noms des personnages sont aussi les noms des acteurs dans la vraie vie. Euh, de ce fait, votre film ressent plus comme un documentaire presque que comme la fiction. Vous en dites quoi? Bah, c'est de la fiction parce qu'il y a un scénario et parce que c'était très très écrit et qu'on l'a tourné comme un film de fiction, que moi je savais très bien où on allait et où on terminait. Enfin, les acteurs et les comédiens ont suivi un scénario.
Euh, Ensuite, il y a des parties documentaires parce que la fête, c'est une vraie fête et que du coup, on a plongé les acteurs, les comédiens à l'intérieur et qu'il y a des choses autour qui ne nous appartiennent pas et qui sont. C'est pratiquement comme travailler un décor vivant, quoi. Pour moi, c'était ça. C'est-à-dire qu'il y a un aspect documentaire parce qu'on est dans une vraie fête qu'on ne contrôle pas, mais en même temps, c'est un décor. Et nous, ce qu'on suit, c'est l'intrigue de fiction du film. Après, tout le monde a gardé son prénom, parce qu'en fait, ils ont tous gardé leur prénom parce qu'ils sont amis dans la vie. C'est aussi mes amis. Et qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus naturel à s'appeler par leur prénom. Et comme en plus, il y a la moitié d'entre eux qui ne sont pas comédiens, qui n'avaient pas forcément d'expérience de jeu, c'était aussi pour ne pas brider le naturel et pas qu'ils soient là à essayer de se concentrer sur le fait qu'ils devaient s'appeler par des prénoms qui n'étaient pas les vrais prénoms alors qu'ils se connaissent depuis 10 ans pratiquement, quoi. Donc Ah c'était bon, surtout déjà, pour ouais. ça. Ouais, ouais. Enfin, pour certains en tout cas. Et du coup, c'était vraiment une façon pour moi. On était dans une économie de court métrage, on n'avait pas énormément d'argent, donc on n'avait pas énormément de jours de tournage. Il fallait qu'on réussisse à faire rentrer beaucoup de choses en peu de temps. Et c'était une façon. Et puis en plus, on a tourné au mois de décembre, donc on n'avait pas beaucoup de lumière. Enfin, on avait du jour entre 9h et 16h. Donc il fallait aller vite. Et ça, c'était vraiment un truc où très vite, je me suis posé la question et j'ai dit non, mais en fait, on va perdre du temps, donc appelez-vous par vos prénoms et ça ira plus vite, quoi. Ouais. Alors donc, la fête même, elle est filmée dans une vraie boîte de nuit ou warehouse où Ouais. on organise des vraies soirées techno? Ouais. Bah, en fait, je fais partie, en plus de réaliser des films et d'en écrire, je fais partie d'un collectif de musique techno qui organise des soirées en warehouse à Paris qui s'appelle Possession. Et je suis aussi la DJ résidente. Et du coup, bah, c'est vraiment ça qui a déterminé même les dates de tournage, parce qu'on savait que en décembre 2019, il y aurait deux soirées, une le 20 et une le 21, pendant lesquelles on pouvait tourner. On a greffé le tournage autour de ces deux soirées-là parce qu'on savait qu'en une soirée, ça allait être compliqué, même en termes de fatigue de l'équipe, de faire tout ce qu'on voulait faire. Et du coup, on a pu repartir le tournage sur les deux soirées. Et puis, comme c'était vraiment chez moi, c'était hyper facile. Disons qu'on n'a pas eu de problème ni pour avoir accès à tout ce qu'on voulait, ni pour même de visibilité. Parce que bizarrement, comme c'était une vraie fête, les gens ne faisaient pas vraiment gaffe. En fait, on était vraiment minoritaires. Je sais pas, il y avait 4000 personnes, donc nous, on était une équipe assez réduite, on était 10. Personne ne nous voyait, quoi. Et du coup, il y avait vraiment, enfin, on se glissait un peu, c'était assez rigolo. Voilà. Mais et puis, ça permettait aussi de faire ce que je disais au début, c'est-à-dire d'avoir un décor vivant, plus vivant que, enfin, plus réaliste, Ouais. plus vrai que nature, quoi. Et pour les comédiens, et enfin, ils me le disaient aussi, ça les a portés. Ils n'avaient pas besoin de faire semblant de faire la fête, ils étaient dans une vraie fête, donc il y avait la fête. Et puis, quand il fallait qu'ils se crient pour se parler, ils criaient pour se parler. Il y avait des gens qui dansaient autour d'eux. Il n'y avait pas le sentiment de fabriquer quelque chose, quoi. Ouais, ça fait plus nature, ouais, en effet. Euh, Vous êtes aussi DJ, vous l'avez mentionné. Vous avez peut-être vécu vous-même les scènes que vous mettez en scène dans du cinéma. Euh, cette sensibilisation pour continuer à sauvegarder un safe zone pour tous pendant la nuit et spécifiquement pour les gens avec une transidentité, ça peut commencer avec un film comme le vôtre, mais plus concrètement dans le monde nocturne. Quelles pratiques, quelles mesures, quelles habitudes observez-vous pour garantir une soirée sans remarques, sans violence et que pourrait-on faire de mieux? Ben, c'est vrai que nous, déjà le paysage de la nuit, moi je parle de Paris parce que c'est vraiment là où je connais, a vachement évolué ces 10 dernières années, c'est-à-dire que, et dans le bon sens, c'est-à-dire que avant il y avait les soirées étaient très segmentées, enfin il y avait, et très territorialisées, c'est-à-dire qu'il y avait des soirées hétéros, il y avait plusieurs soirées hétéros en fonction des styles musicaux, puis il y avait des soirées gays, il y avait des soirées lesbiennes. Il y avait parfois des soirées queer, donc les deux se mélangeaient, mais en vrai, il y avait toujours une majorité soit de gays, soit de lesbiennes en fonction de l'appartenance, enfin, ou de l'image des soirées et de ce dont elles se revendiquaient. Et en fait, petit à petit, on est allé vers donc inclusive des personnes trans, etc., quel que soit l'endroit. Et ensuite, petit à petit, on est allé vers des soirées qui étaient de plus en plus mixtes, c'est-à-dire que les soirées ne sont pas ouvertement affichées, enfin je parle des soirées techno en tout cas, pas ouvertement affichées appartenant à une de ces tribus-là, une de ces communautés. Et quand nous on a commencé à faire les soirées possession, c'était l'idée qu'on avait de ces fêtes-là, c'était qu'on avait envie
de faire une fête où tout le monde soit mélangé. Sans exclusion, si ce n'est l'exclusion de la violence, quoi, et de la stigmatisation et de l'agressivité. Et en affichant ouvertement ces principes-là, on a eu la chance de ne pas avoir tant que ça de problèmes d'homophobie, de transphobie, même de harcèlement. Il y en a encore, bien sûr, et on a mis en place, d'ailleurs, sur les dernières, je crois que la première fois, c'était sur la soirée dans laquelle on a tourné Dustin, une hotline donc c'est un numéro, en fait, qu'on affiche avec un flash code aussi qu'on affiche un peu partout à l'intérieur de la soirée. Et si il se passe un événement violent, quel qu'il soit, ou excluant, quel qu'il soit, les personnes sont invitées à le signaler et à nous appeler, enfin appeler des gens de l'équipe qui sont là pour intervenir et pour mettre dehors en fait les gens qui ont un peu qui se sont comportés pas sur la ligne qui correspond à nos soirées quoi. Il y a ça et on a aussi des bénévoles qui font un peu la chasse, enfin qui sont là, qui sont présents et vers lesquels les gens peuvent aller se confier et demander de l'aide s'il y a des comportements déviants quoi. Voilà, en gros. Wow, ok. Euh, ouais, je savais pas qu'il y avait tant de mesures en fait mises en place. Euh, Est-ce que le message inclusif du film doit aussi venir du monde nocturne, du monde LGBT, peut-être même du monde politique? Bah, de toute façon, la nuit, c'est un espace politique à partir du moment où c'est un espace de création et d'expression et artistique. Donc, c'est forcément un territoire politique. Après, ce que moi je trouve intéressant et ce qui n'est pas encore complètement le cas et ce qui est un peu utopique, c'est que c'est un espace politique qui se veut alternatif, mais qui est quand même régi par des codes très normatifs, ne serait-ce que c'est un endroit où il faut quand même avoir de l'argent pour pouvoir y accéder. Il y a quand même il y a quand même une industrie de la nuit. Enfin, et ça reste un produit qu'on consomme. Donc, cette inclusion-là, pour moi, c'est encore un truc sur lequel il faut travailler et qui est compliqué parce que c'est aussi un marché et c'est aussi un espace qui fait vivre beaucoup de gens. Et donc, ça peut pas être un endroit où, enfin, ça va dans les deux sens, quoi. Et par exemple, euh, je sais que dans nos soirées, on met un point d'honneur à essayer d'embaucher des gens qui ne le seraient pas ailleurs pour permettre à des personnes marginalisées de vivre aussi et de gagner de l'argent. Après, je pense qu'il y a un message d'inclusion dans la nuit parce que c'est un peu l'espèce de phrase un peu conne, la nuit tous les chats sont gris, et où il y a une mixité sociale, et d'autant plus dans les soirées en warehouse où il n'y a pas de physio qui fait le tri et qui du coup décide qui peut rentrer ou qui ne peut pas rentrer. Là, c'est quand même c'est des soirées qui appartiennent à tout le monde. Après, je sais, à Paris, les clubs étaient un peu en train de mourir, même avant la fin même avant la crise sanitaire. Ils fermaient un peu les uns après les autres. Ils étaient un peu, mais parce que justement, ils devenaient de plus en plus liberticides à cause de mesures de restriction de la préfecture, quoi. Mais ça, c'est une autre histoire, j'ai l'impression. Mais pour que ce message, bah oui, de toute façon, oui, c'est sûr que ça doit être un message d'inclusion qui touche au cinéma, au monde de la nuit, à la politique. On est quand même dans un monde où on se rend compte que le patriarcat a fait beaucoup de dégâts, le capitalisme aussi, qu'il y a encore des minorités qui sont exploitées, qu'il y a encore des peuples colonisés, et que c'est, voilà, je pense que oui, il y a du travail encore, mais que la parole commence à se libérer, c'est cool. Mm. Les acteurs dans le film sont des gens LGBT. Euh, Comment est-ce qu'ils ont vécu le tournage? C'était important pour eux de faire un film comme Dustin. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? C'était comment pour eux? Bah, oui, c'était important. Je pense que c'était bien. Pour moi, c'était vraiment important. De toute façon, j'ai écrit pour eux, donc il y avait un truc assez naturel. Puis c'est marrant parce on a tous, on s'est tous rencontrés dans des soirées qui ressemblent à celles du film. Mais on a tous un peu réussi à s'extraire de cette mélancolie-là et de cette espèce de nuit un peu triste qu'on peut avoir parfois quand on est perdu et quand on ne sait pas encore si on va réussir à s'accepter ou pas s'accepter, mais si on va réussir à trouver comment casser un peu une cage
dans laquelle on nous a mis, quoi. Et au moment du tournage, il y avait un truc hyper doux entre nous, sans qu'on se le dise, de se dire putain, on est en train de faire un truc productif et de créer quelque chose qui va peut-être être utile à nous, ça c'est sûr, mais à d'autres aussi, quoi. Et Mm. c'était assez. Enfin, il y avait beaucoup d'amour qui circulait, c'était cool. Où est-ce que vous avez les autres protagonistes? Car Félix, c'est un vrai acteur, mais les autres, vous avez dit, ils sont pas. Certains d'entre eux n'ont jamais fait du cinéma. Ils se connaissaient déjà avant tous ou... Oui. Bah, en fait, oui. De plus ou moins, mais on se connaît tous, ouais. Bah, ouais, si, carrément. On se connaît tous, et puis après, amis d'amis. Non, on se connaissait tous, pas au même. Pas autant, c'est-à-dire que Justin, Raya et Félix sont assez inséparables. Erwan est très proche d'eux aussi. Erwan, le personnage du dealer, c'est un peu plus une pièce rapportée, mais on le connaît aussi. Et par contre, le personnage de Lucie, elle les connaissait pas du tout. C'est moi qui la connaissais et c'était très bien parce que c'est vraiment le personnage qui est complètement out Ouais. et qui est un peu à côté de la plaque et qui a un peu le regard naïf, candide et parfois un peu méprisant sans le vouloir sur ce monde-là qui la fascine et qu'elle regarde un peu de manière fétichisante, je sais pas comment dire, mais Je avec de trouve, la bienveillance quand même, quoi. je trouve Lucie particulièrement intéressante parce que euh, c'est un regard de l'extérieur un peu, mais je trouve qu'il n'y a pas un gaze de l'extérieur comme on voit dans beaucoup de films, car votre film euh, enfin, est fait avec et pour des gens LGBT. Et là, même Lucie, je pense qu'elle a quand même beaucoup de respect et de compréhension pour tous ces gens. Et elle veut même aider Juan à un certain moment, je pense. Ouais. Donc, oui, vous avez fait beaucoup de choix pour faire en sorte que c'est devenu un film pour et avec euh, la communauté LGBT, en fait. Oui, et je pense aussi accessible et compréhensible par des gens qui n'en font pas partie. C'est-à-dire que c'est pas, j'ai pas l'impression, enfin j'espère en tout cas, c'était vraiment mon envie, c'est que ce soit pas excluant. C'est-à-dire que on puisse, ouais, qu'on puisse s'identifier au personnage, à une certaine forme de mélancolie et de tristesse et même de joie ou de tendresse, même si on fait pas partie de cette communauté-là, quoi. Mm. Euh, pour revenir un peu sur le regard, il y a un truc très particulier dans le film, c'est les cheveux rouges de Dustin. Je les aime bien en fait. Pour moi, ils sont un peu comme un phare, un élément vibrant, une lumière dans une mer d'obscurité de la nuit, une mer de violence peut-être aussi. Vous voyez ça comment? Et est-ce que vous pouvez commenter un peu aussi les choix que vous avez fait pour les couleurs et la lumière dans le film? Bah, les cheveux, Christine, elle les avait avant le film, donc je savais qu'il allait falloir, enfin qu'ils allaient être là et que ça allait être super parce que c'est ce qui permet, enfin c'est ce qui est assez magique et qui fait que dans une foule on voit qu'elle, quoi. Après on a fait un travail aussi à l'étalo pour les mettre un peu en avant et puis on a travaillé aussi avec la costumière Rachel pour réussir à trouver des costumes qui mettaient en valeur les cheveux de Dustin. Et bah, pour la lumière et les couleurs. Alors, dans la salle, dans toute la partie fête, on était quand même un peu tributaire des éclairages qui étaient en place, mais on avait accès justement au changement de couleur. Et c'est vrai que moi, j'avais pas du tout envie qu'il y ait de rouge et de bleu, le moins possible. Il y a parfois du rose, du violet, etc. Mais j'avais vraiment envie qu'il y ait plutôt du vert, du violet, des choses qui viennent pas concurrencer la couleur des cheveux de Dustin. C'était assez trippant de le faire enfin, avec la chef-op. Claire, on s'est amusé à tripoter les spots. Enfin, c'était aussi l'avantage que ce soit une soirée dans le collectif dont je fais partie. Et il y a eu ce moment, moi c'était vraiment mon rêve depuis le début, depuis que je mixais, j'avais trop envie un jour de pouvoir toucher à la console des lumières. Et la scène où Dustin danse dans la foule, en fait Claire est sur la scène avec un objectif assez, enfin, avec une longue focale. Du coup, les gens ne voient pas forcément ce qu'elle filme. Il y a Dustin au milieu. Et moi, en fait, j'étais avec le lightman et je lui faisais changer la lumière jusqu'à ce que j'ai ce que je veux. Et on faisait, enfin, c'était un peu pour
ben, on s'est arrangé pour éclairer Dustin comme on pouvait, avec la lumière qui marchait bien, et c'était assez chouette. Et après, dans toute la partie appartement, moi, j'avais vraiment une envie qu'on passe de couleurs assez pop, assez chaudes, avec des ambiances très chargées en termes de texture, mais aussi de couleurs, d'éclairage. Je pense que dans la soirée, dans la soirée, on passe par plein de teintes différentes, même si c'est assez cohérent au final. Et je voulais vraiment que dans l'appartement, il y ait un côté un peu descente, quoi, comme une descente de drogue, et en même temps assez cotonneux. Donc c'est très très blanc, et il y a de la fumée, et je voulais vraiment que ça reste assez simple et assez pur, quoi. Qu'on charge beaucoup au début et qu'on aille progressivement vers de l'épure. Il n'y a plus que ouais, presque des murs blancs et les personnages dedans, quoi. J'imaginais que c'était bien pensé et repensé. Euh, Finalement, ce court-métrage est aussi un hommage à une femme. À la fin, vous mentionnez Adora Diamant. Qui était-elle? Qui est-elle? Et l'avez-vous connue? Ouais, oui, Dora, c'était une fille, c'était un peu je sais pas, enfin, notre mascotte, notre mère à tous, l'enfant terrible. Ça, c'est horrible de dire ça, l'enfant terrible, c'est pourri comme expression. Bref, c'est des Dora, quoi, qu'on adorait tous à fond et qui est décédée au moment de la post-production du film. Et du coup, moi, ça me semblait hyper naturel parce que c'est un film qui parle de nous au moment où on s'est. Enfin, qui parle. Ouais, je sais pas, c'est même pas qui parle de nous, c'est qui parle de notre communauté. Et au-delà de la communauté, qui parle de notre bande d'amis aussi, qui est quand même qui est assez large aussi, hein, qui doit compter, enfin, si je dis au sens large, une cinquantaine de personnes, mais de cette génération-là, qui est la mienne, de jeunesse queer parisienne, qui a grandi et qui s'est émancipée grâce au monde de la nuit et qui a fait des rencontres plus qu'amicales, qui sont presque familiales, quoi. Et Dora, c'était une partie de la famille et ça me semblait naturel de lui dédier le film, quoi. Voilà. Ouais. Bon, ben merci, c'était déjà la fin. Euh, Merci. Et je dirais, malgré les conditions dans lesquelles nous vivons actuellement, je pense que votre film inspire à continuer à vivre une vie libre et aventureuse. Merci et bon courage pour votre long métrage. Alison, je pense, non? N'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Voilà. Merci.